Bonjour, bonjour, c'est moi. Alors je tourne ce petit aparté après la vidéo, c'est pour ça que j'ai des vêtements différents. C'est pour ça que la voix est différente, parce qu'on est le matin en fait, très tôt. Alors déjà, je tiens à vous dire bonne fête, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, un bon nouvel an. Voilà, bon la santé, tout ça, bon on va pas y revenir dessus, je pense que vous l'avez assez entendu. Après banger. Et ouais, alors déjà, abonnez-vous, kiffez. On va encore faire pas mal de vidéos quand même, c'est quand même cool. Alors pour cette vidéo-là, j'ai choisi de faire vraiment différemment. C'est une vidéo moins travaillée dans la forme. Le fond reste quand même travaillé en termes d'analyse, mais ça se rapproche beaucoup plus d'un podcast où je donne juste mon avis en fait, avec des arguments. Alors que l'autre c'était plus un aspect narratif, même s'il y avait une analyse littéraire et scénaristique. Là, on est vraiment sur juste un podcast où je donne mon avis, ambiance chill, sans vraiment grand montage visuel. Donc, si vous voulez poser ça sur le côté, faire autre chose, allez-y. Et de ce fait, ah oui, avant de rentrer dans ce sujet-là, la parole est moins travaillée en fait, puisque je donne mon avis, mes mots sont pas vraiment articulés pour faire un bel ensemble. Vous voyez, c'est juste comme si je vous parlais en face à face en fait. Mais je trouve que ça donne un petit côté voilà, podcast, un peu authentique à la vidéo, où on voit vraiment que c'est moi. Le point le plus important, c'est que c'est mon avis. J'ai pas du tout la science infuse, et surtout écoutez jusqu'à la fin. Le point de vue il est vraiment nuancé. Voilà, si si vous n'êtes pas d'accord du tout avec ce que je dis, il y a aucun problème déjà pour commencer. Et surtout, donnez des arguments, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé de God Valley, et parlons ensemble. Voilà, je sais que la communauté manga a la tendance à être très 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 brûlante quand il s'agit de ce genre de choses, donc je ne suis qu'un homme, d'accord. Je ne suis qu'un homme, je vous ai rien fait, ok. Donc voilà, ne perdez pas de vue le fait que ce soit juste qu'un manga, même s'il vous tient à cœur, vous inquiétez pas, moi aussi ça me tient vraiment très à cœur. Respectons-nous et allons-y progressivement. Peut-être même que je vais pouvoir changer d'avis, peut-être même que vous allez pouvoir changer d'avis, peut-être qu'on va pouvoir atteindre un point beaucoup plus nuancé que ça. Voilà, c'est très important. Donc voilà, passez une bonne vidéo, kiffez bien, écoutez bien, et restez jusqu'à la fin aussi, hein, parce que la fin, la conclusion est très importante, parce que... non, vous savez quoi, je vais rien dire. En effet, Oda va introduire son flashback à travers le personnage de Loki. De par son statut et ses relations sociales avec les autres personnages, il fait de ce flashback quelque chose d'extrêmement attendu. Il fait suivre cela par un cliffhanger très épique promettant un combat titanesque entre Imu et les géants Sudome Reversi et les Avengers, ce qui a pour finalité de créer une hype de malade, promettant par la même occasion un nouveau power-up, le Haki des rois avancé. Et puisque ce nouveau pouvoir est introduit par Gaban, nous le savons, nous allons voir pour la première fois la vie du roi des pirates. Oda décide d'introduire ce flashback de façon in medias res, avec le personnage de Harald. Cela a pour effet de nous prendre au dépourvu, mais également de nous expliquer que le flashback va bien plus loin que ce que nous pouvions imaginer. Harald semble impressionnant, il est un géant de 70 mètres de haut, et il a l'air violent. Jusqu'alors, nous oscillons entre l'image d'un roi bon ou d'un roi mauvais, et là, nous avons la réponse. Dès les premiers chapitres, le personnage nous apporte quelques nuances car malgré sa violence, il finit par tomber amoureux d'une femme, Ida, qui semble être aux antipodes de lui. Elle est pleine de bonté, douce et respecte les autres peuples, et elle a aussi un bon caractère bien trempé. Elle est une énième inspiration de la femme de Oda, et grâce à ce trait d'humour, Ida va permettre au personnage de Harald de mûrir et de grandir. L'amour va permettre de créer une cassure avec le caractère archaïque et violent des géants, et en faisant tomber le roi amoureux d'elle, par extension, elle a changé toute la géopolitique de One Piece. Et c'est en ça que Ida est l'une des clés de voûte de l'arc, mais également de toute l'histoire, car comme nous le dit Harald, sur son lit de mort, c'est pour elle qu'il a fait tout ça. Ainsi, de par sa longévité, Oda, à travers son géant, nous introduit la genèse de One Piece, et tout particulièrement avec le rôle de diplomate de Harald, ce qui est diablement efficace, et c'est à partir de ce rôle-là que Harald amorcera sa fin tragique. Ainsi, durant le chapitre 1152, intitulé La naissance de Loki, Oda nous introduit un nouveau personnage, Astrid. En faisant cela, Oda crée une antithèse d'Ida. Mauvaise, vénale et là uniquement pour le pouvoir, c'est elle qui va causer les premiers malheurs de Loki, à travers une tentative d'infanticide. Ce que personnellement je n'aurais jamais cru voir dans One Piece. Le personnage va servir de motivation mais également à susciter le pathos et la frustration chez les lecteurs. Une stratégie narrative et efficace qui va nous permettre de voir les conditions de la naissance de Loki et pourquoi il est devenu comme ça. L'auteur ici joue en deux temps. Au début d'arc introduisant Loki en tant que menace et par la suite en tant que victime. Il bascule le public derrière Loki et ainsi nous voulons forcément le voir réussir. Et toute la tragédie tournant autour de la famille de Loki s'incarne au 1153. Nous y voyons Harald porter son fils avec un sourire, ce qui implique forcément que Harald n'a pas été mis au courant de la tentative d'infanticide de Astrid, et il ne le saura jamais. Ce moment charnière permet à l'auteur de créer une connivence avec le lecteur, car il incarne parfaitement la tragédie et les non-dits autour du personnage de Loki, car il ne sera jamais écouté.
Dès sa naissance, et en exprimant sa colère, il sera toujours rejeté et incompris. Et par la même occasion, Oda nous dépeint la thématique d'un père non présent pour ses enfants. Ce faisant, Oda touche à l'universel, il touche à ce qui est tapis au fond de nous tous, la douleur des enfants et des parents absents. En nous faisant souffrir, le mangaka nous fait nous demander qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Harald est mort. Mais avant d'en parler, Oda nous fait l'une des révélations les plus incroyables qu'il n'ait jamais fait. Sorti de nulle part, il nous introduit Rox dit Chebek. Et comme si ce n'était pas suffisant, il nous dit ceci. Rox dit Chebek, futur capitaine de l'équipage des Rox et père de Marshall D. Teach. La succession de chapitres est complètement folle, et cette prouesse dans le genre du manga est éminemment rare. Très peu de mangaka peuvent s'asseoir à sa table et dire « j'ai écrit des chapitres aussi hypants que les tiens ». Oda va jouer avec plusieurs choses ici. Tout d'abord, nous sommes une nouvelle fois in medias res, ce qui nous surcharge d'informations et ce qui a pour conséquence de déstabiliser le lecteur et de créer de la hype. Dans un second temps, Oda joue avec la connivence du lecteur et le personnage de Barbe Blanche que nous voyons derrière. Barbe Blanche est dessiné en arrière-plan, en tout petit. Il n'est pas le personnage principal, ce qui rentre en dissonance avec notre conception de Barbe Blanche. Il est le futur Yonko, l'un des rivaux de Goldie Roger. Là où il passe, il est le personnage principal que tout le monde regarde, mais le seul être capable de lui faire de l'ombre jusqu'à le pousser au second plan, c'est Rox dit Chebek. Et après ça, nous comprenons. Le haki des rois avancé, l'équipage du roi des pirates, les Rox, Sengoku nous avait averti 7 ans auparavant. Il nous en avait parlé. Du traumatisme ultime, mais aussi là où les légendes naquissent. La fin et le commencement de tout. God Valley. Et dans ce flashback, Oda nous délivre son art le plus parfait, le Slice of Life. Durant plus d'une dizaine de chapitres, plusieurs actions se déroulent dans chaque case et la prouesse est gigantesque. Il arrive à faire vivre des légendes comme Rox, nous les faisant passer d'archétypes, de symboles, à humains. Les pirates vivent, chantent, dansent, fomentent des coups de Trafalgar, des trahisons, ils boivent et ils se battent et ils se parlent. Nous pourrons voir des scènes lunaires comme un Roger mis au tapis par Shakuyaku, un Newgate qui ne veut pas payer de verre car c'est un radin, ou des scènes comiques entre Age Argent et Shiki. Bref, d'innombrables choses qui s'emboîtent parfaitement et qui nous font ressentir une seule chose, la liberté. Et qu'est-ce que ça fait du bien de voir des personnages qui discutent et interagissent entre eux dans One Piece. C'est une vraie bouffée d'air frais, et en voyant Rox, on a l'impression que c'est lui Joy Boy. On retrouve ce monde du rire comme le One Piece d'avant. Il n'y a pas de Nika, pas de Joy Boy, juste des pirates qui veulent vivre et être libres. Il n'y a nul besoin de Joy Boy pour vivre. Il y a seulement besoin de gens qui sont avides de liberté. Et de cette avidité de liberté, Rox en est le symbole. Il a fait les plus grandes démonstrations de force de tout le manga. D'abord à Marie-Joise, tuant off-screen un amiral de la marine, s'en sortant sans aucune égratignure, alors qu'il n'a aucune prime sur lui, et que personne ne le connaît. Il enchaîne en s'infiltrant dans la chambre fleurie et en profite pour menacer Imu. Rendez-vous compte, on le voit afficher un gros sourire contrairement à tous ceux qui l'ont déjà vu. Il n'est pas surpris, il ne s'écroule pas, il ne vacille pas. Il dit juste une seule chose, qu'il reviendra. Avec cela, Oda nous insinue que Chebek en connaît un rayon sur le siècle oublié, sur Joy Boy, sur Nika, sur absolument tout. Et c'est à partir de ça qu'il fait de Rox le personnage le plus libre, car il a la force, l'intelligence et le savoir. Et c'est ce qui fait sa légende dans l'esprit du lecteur, c'est ce moment précis, à partir du moment où nous découvrons en même temps qu'Imu qu'il est là. Ici, le lecteur n'a pas un regard omniscient sur la page qu'il regarde. Rox va plus vite que le lecteur lui-même. Et là, on se dit une chose, il est imprenable. Oda, par la même occasion, nous prouve qu'il maîtrise l'art du maxage, car il n'aura de cesse de mettre en avant Rox et en nous prouvant sa puissance, avec tous les outils qu'il a à son attirail. Avec ce que je vous ai dit, mais aussi en utilisant le narrateur, le même qui énumère les coups encaissés par Newgate à Marineford, mais surtout à travers un clash de haki des rois avec Harald qui rase Marie-Joise sur un diamètre de 5 km. Et c'est ce même clash de haki des rois qui amorce la grande amitié entre Rox et Harald. Ils avaient tout pour s'opposer dès le traumatisme de Marie-Joise, mais ils sont devenus amis par le coup du destin. L'un voulant gouverner le monde par la force, l'autre voulant vivre en paix à travers l'économie. L'un voulant être libre, et l'autre s'enchaînant pour sauver son peuple. L'égoïsme face au sacrifice. Ils sont clairement les personnages les plus importants de l'arc, car c'est à travers eux que Oda nous montre des dilemmes moraux et de la tragédie. Déconstruisant ces légendes, écrasées par le poids de leurs ambitions jusqu'à la toute fin. Tous deux mourant dans de situations bien pathétiques. Ils ne sont morts ni debout, ni avec le sourire, mais avec des regrets et un héritage au bord de la disparition. Au-delà de la tragédie et du slice of life, il y a un autre art que Oda maîtrise à la perfection. Et c'est l'art de la dérision. Et c'est au travers du personnage de Shakuyaku que Oda va s'amuser. Et selon moi, le climax de cet humour se retrouve dans la rencontre entre Shaki et Roger au début du flashback. L'auteur nous offre un chara-design tout neuf pour le roi des pirates, et depuis Wano Kuni, c'est la deuxième supposée démonstration de force de Roger. Alors nous l'attendons au tournant, et il se fait one-shot, non pas parce qu'il n'est pas assez fort,
Bah parce que c'est un simp. Oda tourne en ridicule le personnage le plus légendaire de l'œuvre et en fait un pur pervers. Alors ça n'a pas du tout plu à tout le monde, mais personnellement, j'ai adoré, parce que ça m'a surpris. Oda a toujours surpris ses lecteurs avec son humour décalé et imprévisible. Oda joue ici avec la connivence que le lecteur a avec le personnage de Goldie Roger. Il joue avec l'image qu'on s'est fait de lui pendant 26 ans d'écriture, pour le désacraliser. Cela va servir d'une part à créer un décalage avec Chebek, permettant de le grandir encore plus, et d'autre part, appuyer la maturité de Rayleigh. Et si Roger n'est pas simplement que Roger, mais il incarne tout l'univers de One Piece à ce moment-là. Il n'y a pas un seul être humain sur cette terre, homme comme femme, qui n'aime pas Shaki, car elle est belle, tout simplement. Mais Rayleigh semble bien plus mature que ça. Avec les jeux de regard, nous comprenons que Rayleigh et Shaki ont un début de liaison, et il est timide. Il semble amoureux, mais il ne peut que rougir face à une femme qui le déstabilise complètement. Avec tout ceci, Oda permet une certaine légitimité de la relation Rayleigh et Shaki, car tous les autres sont juste des bandeurs de go. Ainsi, dans l'arc, Shaki est le personnage le plus important, car avec elle, Oda permet des leviers narratifs, humoristiques et littéraires, en faisant avancer l'intrigue, pour opposer et lier les personnages entre eux, car tout tourne autour de Shaki. Mais ce que je viens de vous expliquer, aussi pertinent et technique soit Oda, il y a des limites. Et ce sont des limites qui ont été franchies et qui ne m'ont pas du tout plu. Alors je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas God Valley. Alors ça va être compliqué de tout vous expliquer, alors on va procéder par thématique pour ordonner tout ça. Tout d'abord la relation entre Shaki et Rayleigh. Les relations amoureuses dans One Piece n'ont jamais été le cœur des intrigues. Il y a bel et bien Sanji, la fille de Big Mom, mais ils ne s'aimaient pas vraiment. Ici la thématique c'est bel et bien l'amour ressenti réciproquement entre deux personnages. Et encore plus unique, elle est au cœur de l'intrigue. C'est un exercice qui me semble tout nouveau pour Oda, et ça se voit. Et cette thématique semble être une tare chez certains mangaka du Jump, notamment Kishimoto. Alors, qui est finalement Shaki? C'est la plus grande femme du monde, la plus belle et la plus connue. Et elle est un objet de désir et de convoitise, et la raison pour laquelle elle a choisi Rayleigh, c'est parce qu'il est le seul à voir son cœur, et à s'intéresser vraiment à elle. Et à travers cette relation, c'est cela que veut nous expliquer Oda, la beauté de l'amour. Cela dit, leur relation à travers le flashback n'est pas du tout développée. Elle ne se fait presque exclusivement qu'à travers le silence et les petites cases. Cela n'est pas forcément une mauvaise chose, mais la finalité de cette relation en fait définitivement quelque chose de raté. Premièrement, car la délivrance de Shaki se fait au bout d'1 an après sa capture, et on ne voit pas les états d'âme de Rayleigh, alors que c'est évident qu'il en a souffert. Mais puisque la relation se fait dans la timidité et dans les non-dits, le lecteur doit voir Rayleigh douter, avoir peur et en souffrir. Le problème, c'est qu'on ne voit rien de tout ça, alors quoi ? Pendant 1 an, il a rien fait pour tenter de la délivrer. Dans une relation amoureuse, la frustration du lecteur et la tristesse des personnages qui sont séparés vont de pair. Et là, Rayleigh semble juste passer à côté. Et c'est justement parce qu'il est puissant et qu'il ne parle jamais qu'il fallait nous montrer ses sentiments, à huis clos et en proie à la solitude. Par ailleurs, ils n'ont même pas tenté de la chercher. Ça aurait été intéressant de voir Rayleigh pousser, voire confronter son capitaine pour aller la chercher, car Roger n'avait pas d'intérêt à y aller. Mais non, c'est Roger qui propose de le faire. Et Rayleigh accepte dans le gag comme si c'était quelque chose de drôle et léger. Alors que non, pas du tout. Et lors de sa délivrance, il n'y a pas d'explosion de passion, ni un je t'aime. Une attente d'1 an pour retrouver notre moitié, cela doit se faire dans l'amour et l'exaltation des passions. Mais ici, cela se fait une énième fois dans les non-dits et les petites cases alors que personne n'est là. Il fallait utiliser cette mise à l'écart pour qu'il se dévoile. Ça rend cette relation bien trop frêle et immature. Et il ne faut pas chercher bien loin pour trouver une autre exaltation des passions dans One Piece. Nous le voyons sur Enies Lobby avec Robin. C'est la culmination d'années de souffrance, de regrets, mais aussi son amour pour les Mugiwara qui l'amène à crier le légendaire « Je veux vivre ». Et c'est justement parce que Robin reste de marbre jusque-là que ses larmes sont d'autant plus marquantes. Et la culmination de la souffrance aurait dû se faire grâce au personnage de Sommers. En effet, Oda ne le place pas ici par hasard. Le lecteur sait que Sommers est un réel danger pour un personnage tel que Shaki, car c'est un psychopathe extrêmement dangereux, qui a une vision altérée de l'amour, n'y voyant qu'un plaisir de l'asservissement, et en le plaçant là, parmi tous les autres, Oda veut susciter du stress chez le lecteur. C'est la raison pour laquelle il le met en scène frappant l'impératrice, opposant l'amour passionnel entre les Roméo et Juliette de One Piece et le méchant dégueulasse et pervers. Mais l'auteur ne fait rien de cette opposition, car Rayleigh dans une pose à la Zoro one-shot le chevalier divin. Alors, le personnage de Sommers ici ne sert littéralement à rien. Plutôt, il aurait fallu que Sommers soit un mur entre les deux et que Rayleigh soit surpris de son immortalité, voire que Sommers parle le coup. Sommers aurait dû être un mur infranchissable et déstabilisant pour Rayleigh, créant ainsi une frustration chez le lecteur et donc de l'intensité et des enjeux. Ça aurait permis à la fois de valoriser l'immortalité, en faisant autre chose qu'une mécanique d'entraînement, et aussi de valoriser Rayleigh, en nous montrant plus de techniques, ses ambitions et ses rêves. Et peut-être même que Rayleigh n'aurait pas pu vaincre Sommers seul, mais avec l'aide de Shaki. Parce que, au-delà d'un personnage qui lance l'intrigue amoureuse, Shaki est une femme, et probablement la femme la plus forte de son époque, à armes égales avec Big Mom. Elle n'est pas une femme sans défense, bien au contraire, et Oda n'en fait rien d'autre que l'éternel cliché de la damoiselle en détresse,
pour appuyer la prestance de son prince charmant. Elle est utilisée pour grandir un personnage masculin, rien d'autre durant ce passage. C'est un énorme rétropédalage par rapport à ce qu'il avait fait avec Robin et Sanji sur Onigashima, et c'est vraiment dommage. Il aurait été 100 fois plus intéressant de nous les faire combattre à deux en symbiose, face à l'asservissement. Et cela me permet de faire la transition en tant que personnage levier humoristique et narratif. Elle permet de déconstruire tous les personnages autour d'elle, notamment Goldie Roger. Et je maintiens qu'au début, c'est extrêmement intéressant de le faire, mais Oda ne conclut pas. Chez Oda, l'humour est un levier narratif, mais là, Roger n'est pas mis face à son comportement et à ses faiblesses. Oda légitimise le comportement de Roger alors que le roi des pirates à ce moment-là a plus de 30 ans. Il est un bandeur de go et c'est ok. Et cela empêche la maturation de Goldie Roger et en fait un trait de personnalité accepté. Goldie Roger est comme ça. Et c'est dommage parce que c'est cette frivolité et immaturité mis face à des responsabilités qui auraient permis à une transition vers le roi des pirates que nous connaissons. Donc, l'impression que j'en ai, c'est que Oda ne peut pas s'empêcher de tourner en ridicule arbitrairement pour le plaisir de l'humour. Et là, on tombe dans ce que certains appellent le problème du gear-fif. L'humour pour l'humour peut être génial, mais seulement quand le contexte le permet. One Piece a toujours été une œuvre où l'humour a un fond et une forme. Mais ici, il y a juste une forme. Alors, même sur God Valley, le ridicule prend trop le pas. Personnellement, il y a une case qui m'a vraiment choqué. C'est celle-ci. Nous y voyons Garp pourchasser Barbe Blanche, Kaido et Big Mom. Ici, Oda veut créer deux effets qui se suivent. Tout d'abord, créer une connivence avec le lecteur, qui va créer du rire. Ce qui a l'effet escompté. En effet, voir respectivement la femme la plus forte du monde, l'homme le plus fort du monde, et la créature la plus forte du monde se barrer face à Garp, c'est complètement grotesque. Et c'est vraiment drôle. Et le deuxième effet sert à appuyer la puissance de Garp. Cela dit, dans cette scène, il y a un problème majeur, et c'est le contexte. En effet, nous sommes en plein milieu d'un génocide, et l'humour n'y a pas sa place du tout. Après deuxième lecture, ça donne juste l'impression qu'il flexe sa puissance sur des pirates et qu'il se fout complètement des civils, alors qu'autour de lui, c'est le boxon. Cet argument me permet de vous parler de l'équipage des Rocks. À Onigashima, Kaido nous confiait sa tristesse sur le sujet de la trahison, sous couvert d'ironie. Comme s'il en avait été victime, et nous le savions à l'époque. Il faisait référence à la trahison de l'équipage des Rocks, ce qui veut dire que lui, il était pour son capitaine. Et on le voit, il s'érige en tant que membre de son Monster Trio face à Imu, avec Big Mom et Barbe Blanche. En n'hésitant pas à sacrifier sa vie, il montre, comme les deux autres, qu'il respecte énormément son capitaine. Et ce que veut nous dire l'auteur, c'est que c'est grâce à Chebek qu'ils sont devenus des légendes. Mais un truc m'a choqué, c'est que dès que Chebek est demi-réversier, ils se mangent tous 2 coups chacun, et ils ne participent plus au combat et s'en vont. Pour Big Mom, j'aurais pu comprendre, car c'est dans son caractère. Mais Barbe Blanche, Oda nous offre une énième vanne avec Marco Polo et Barbe Blanche part. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas ce choix. Barbe Blanche n'exprime aucun état d'âme. Oda aurait pu créer un lien entre le légendaire Chebek et les Yonko ici, en faisant par exemple le choix de confronter tout le monde face à Chebek, au travers d'un combat épique mêlant tragédie, rivalité et tristesse, et en faisant en sorte que tous les futurs grands de ce monde voient la mort de Chebek. Ça aurait permis à nous lecteurs de faire le lien avec leur mort. Par exemple, la mort de Barbe Blanche, nous mettant un Chebek mort debout, inspirant plus tard un Barbe Blanche à l'article de la mort, se plaçant dans la lignée de Chebek, en décidant de mourir comme lui, permettant ainsi de faire comprendre au lecteur que Chebek a inspiré tous les grands de ce monde, que la dépression de Kaido soit amorcée par la mort de l'homme qu'il respectait. En cela, Oda, selon moi, ne déconstruit pas ces légendes, mais en fait de nouveaux personnages à part entière, qui n'ont rien à voir avec les personnages que l'on connaissait. Jusqu'alors, en choisissant de montrer la mort de Chebek à personne, a pour conséquence de le faire tomber dans l'oubli. Il n'a eu aucun impact sur rien, et c'est pas du tout ce que Oda veut nous faire croire. La preuve étant, lorsque Kaido dit à Luffy « Rien ne peut dépasser le Haki ». Il nous dit ceci car il était censé voir de quoi les légendes étaient capables, reconfirmé lorsque Gaba nous révèle que seul le Haki des rois avancé peut vaincre les immortels, insinuant que lui aussi, avec Rayleigh, avait assisté à ce combat sur l'île qui emprunte le nom des dieux. Cela dit, l'introduction du Haki des rois avancé est très décevante. Tout d'abord, le combat entre Garp et Roger face à Chebek a pour but de nous montrer ce qu'est le Haki des rois. Mais nous ne comprenons pas grand chose. Pour commencer, Roger et Garp se disent qu'il faudrait se donner à fond, mais que le risque c'est qu'ils ne pourront plus bouger par la suite, voire frôler la mort. Alors le Haki des rois semble une source d'énergie au sein d'un individu de manière définie. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui définit une réserve de Haki des rois plus grande qu'un autre, si ce n'est sa puissance brute? Qu'est-ce qui définit qu'un Haki des rois est plus fort qu'un autre? Est-ce qu'il est inné ou il s'apprend? Car de plus en plus de personnages semblent le maîtriser, par exemple Bonnie et prochainement Sanji. Et d'après ce que veut nous faire comprendre Oda, et à la vue du combat, il semblerait que ce qui définit un Haki des rois plus fort qu'un autre, c'est celui qui a la plus grosse. Et c'est dommage pour un auteur qui avait l'habitude de complexifier ses combats jusque-là. La manière dont est exécuté le Haki des rois est burlesque et je pense que cela n'a pas sa place. Car Garp et Roger font apparaître des éléments sur leurs épées et leurs poings
comme par magie, sans se poser de questions. Le pire étant que l'un des objectifs de ce flashback, c'est de nous dévoiler ce qu'est le Haki des Rois. Et nous ne comprenons rien, et nous avons à peine le temps de réfléchir que Chebek se fait terrasser pitoyablement. Notons par ailleurs qu'à ce moment-là, Rayleigh et Gavan ne sont pas présents, alors une grosse incohérence reste en suspens. Comment l'ont-ils appris? Alors la seule manière d'y répondre, pour Gavan en tout cas, c'est le moment où lui, Shanks et Loki affrontent Harald. Il aurait pu apprendre en voyant le prodige qu'est Loki durant un moment de rage intense confronté à une tragédie des plus douloureuses. Mais non, il nous dévoile que hors screen, les chevaliers divins agressaient de temps en temps l'Euro Jackson, et c'est grâce à ça qu'ils l'ont appris. D'une part, nous révéler cela alors qu'on est dans un flashback d'une facilité presque ignoble, mais surtout c'est fade. C'est à travers un combat lent et long que nous aurions dû avoir ce genre de révélation, et non pas de cette manière. Cela dit, j'ai ma petite idée sur le Haki des Rois et j'espère avoir raison. Je vais vous expliquer. Selon moi, le Haki des Rois serait une sorte de naine, comportant plusieurs types. En effet, nous voyons des personnages tels que Zoro et Shanks, dans l'animé, matérialiser des choses comme Ashura et un aigle. Shanks a prouvé que le Haki des Rois pouvait impacter la matière. Alors pourquoi il ne pourrait pas la créer? Il y aurait donc du Haki des Rois de matérialisation mais aussi d'éléments, ce qui expliquerait pourquoi Garp arrive à matérialiser du feu sur ses poings ou alors que Kaido puisse commander aux éclairs. Ainsi, l'anime serait un excellent support pour permettre des rajouts et des effets visuels, notamment avec les auras reflétant l'âme des personnages qui les utilisent. En ce sens, Sanji aurait déjà prouvé qu'il utilisait le Haki des Rois avant même Egghead, en changeant sa flamme, obtenue possiblement de par ses gènes de Lunaria à cause des expérimentations de son père, en flamme bleue, augmentant son élément. Mais ce qui aurait pu être beaucoup plus profond et puissant, c'est aussi la relation entre Garp et Dragon. La bataille de God Valley dure 11 chapitres au total, et il n'y a aucune interaction entre les deux. Scénaristiquement, le général est uniquement présent pour renforcer la dite évolution du personnage de Dragon. Ce passage n'impacte aucun autre personnage que lui, et c'est un problème fondamental, car Garp est plus occupé à pourchasser des pirates, Roger à se battre avec un sourire aux lèvres, et les autres à trouver des trésors. Alors oui, ce sont des pirates, mais le seul équipage de Fort-Brand des mers sont les Rocks. L'équipage de Roger sont des pirates altruistes, comme celui de Luffy. Aucun des protagonistes de l'arc n'est impacté par ce qui l'entoure, à tel point qu'on se demande s'ils sont sur la même île. Garp fait une seule remarque à ce sujet en 11 chapitres, ce qui prouve que cette boucherie est uniquement construite scénaristiquement pour Dragon. Cet arc se devait d'être global, d'être un vrai traumatisme pour certains, renforcer les résolutions chez d'autres et d'éveiller les consciences. De plus, Dragon n'impacte pas l'arc et sa condition de mousse et de faible aurait dû être une motivation en plus. Il est l'humain le plus faible de l'arc. Il est un humain dans un monde de bêtes. L'une de ces bêtes s'avère être son père. Et il y a un autre marine qui était le plus faible d'entre tous, et c'est Kobe. Le parallèle entre les deux aurait dû être beaucoup plus appuyé, car ils sont premièrement tous les deux les fils de Garp, d'une autre de par leur faiblesse. C'est la faiblesse de Kobe qui a fait son courage sur Marineford, en s'imposant les larmes aux yeux face à Akainu. C'est Marineford qui l'a impacté comme tous les autres personnages. Dans un moment où la justice fut perdue de tous, et où seule la mort régnait. Kobe a su crier sa justice et faire face aux chiens du gouvernement mondial. Sur God Valley, Dragon aurait dû confronter son père sur ses agissements et sur sa définition de la justice, le confrontant directement, mettant à la lumière du jour son dépit total pour les civils. De plus, nous pouvons voir d'énormes similitudes entre Akainu et Garp plus jeune, incarnant tous les deux cet archétype du chien de la marine, ce qui aurait renforcé de facto le conflit imminent entre Garp et Sakazuki sur Marineford, Garp ne voyant pas seulement le meurtrier de l'un de ses fils, mais voyant aussi son lui du passé. Mais dans cet arc, Garp est présenté en tant que gentil et rien d'autre, et cette bonification du personnage de Garp ne permet aucune évolution, ce qui implique qu'entre le personnage de Garp vieux et celui du passé, il n'a pas changé. Alors que c'est impossible. Alors que le nuancer à travers des dilemmes nouveaux aurait permis de renforcer la tragédie autour de ce personnage, en établissant un fil rouge avec son lui du présent, par exemple, en appuyant le fait qu'il se fiche de savoir où est son fils, accentuant ainsi la relation qu'il a avec Kobe, et qu'il a pu aussi avoir avec Kuzan, ainsi que Ace, en apprenant du passé, en changeant, mais inéluctablement faisant les mêmes erreurs. Et c'est au travers du mépris des faibles et son obnubilation pour les puissants que Dragon aurait pu briller. Dragon comprendrait les faibles, la veuve et l'orphelin, et Garp en serait incapable. Le plus fort de la marine face aux plus faibles, et c'est là qu'il fallait appuyer. Ainsi, Dragon aurait dû être impacté par la violence du monde et souffrir comme Doflamingo par exemple. On ne peut devenir l'homme le plus recherché du monde seulement avec ce que Oda nous a montré, seulement après avoir mis en jeu son capitaine d'escouade. Ce n'est pas assez. Et cette frustration que je ressens atteint son pic durant le passage de la prison. Et si, il y a deux écoles. Soit c'était à ce moment-là que les deux auraient dû se confronter au-delà d'un « je te méprise » et un « oui je sais », ou bien ce n'était pas à faire du tout. Car avec ce parallélisme, clair avec le passage de prison de Ace, on se rend compte que Garp a fait les mêmes erreurs sans se poser de questions. Et sans se remettre en question depuis 50 ans, minimum. Et pour moi, ce n'est pas crédible dans une construction de personnage telle que la sienne, jusqu'ici extrêmement bien maîtrisée. Pour finir, on va parler de Rox. En effet, ce personnage est un défi de taille. Il est la pierre angulaire de l'arc, mais à la fois le personnage le plus récent de tous. La conception de l'arc de God Valley a commencé peu de temps avant le film de Uta, malgré le fait que son nom a été introduit il y a 7 ans dans le manga. Il fait partie des personnages qui ont tout impacté, mais qui n'ont pas de présence dans le manga.
et donc toute une histoire à raconter. Et là on commence à entrevoir le dilemme. Il est nouveau, mais à la fois ancien. Et Oda a réussi l'impossible, faire de son personnage un personnage iconique en 11 chapitres, mais c'est sa chute qui le décrédibilise totalement. Il est opposé à ses rivaux, mais en fait, au sein du trio, il s'ancre mal, car Oda n'a pas développé la relation que Chebek pouvait avoir avec Roger et Garp. Et c'est un acte manqué énorme. Et la seule solution pour lui de recoller les morceaux, c'est de créer un respect factice en faisant pleurer Roger et Garp. Et ce respect mutuel, hormis ses larmes, n'existe pas. Même si on peut le deviner, il aurait fallu créer d'autres symbolismes subtils, et l'unique personnage qui leur permet d'avoir des dialogues, c'est Shaki. Bien que ce soit habile, cela a des limites, et on le voit clairement. Roger n'a pas une relation comparable avec Chebek qu'avec Newgate. Oda aurait pu les mettre en scène, tous les trois autour d'une coupe de saké, ne nous montrant que des hommes partageant le même sourire, ce qui aurait permis d'établir une certaine dynamique dans notre présent avec le personnage de Teach, car motivé par la haine et ses rêves. Il aurait brisé une promesse sacrée par-delà le temps et l'espace, en permettant l'exécution de Ace et en signant une guerre contre Luffy. Mais la relation qui devait être construite, c'est celle entre Chebek et son fils. Mais il n'y a eu aucun dialogue de tout l'arc, alors que la principale motivation du pirate est de sauver sa famille. Car on le voit pour Teach, God Valley est un vrai traumatisme, comme par exemple sur ses cases, où les dieux semblent être des démons. Teach a entre 4 et 5 ans à ce moment-là, et il est en âge de comprendre des choses émotionnellement. Et la raison pour laquelle il a toujours eu un coup d'avance sur Shanks, c'est parce qu'il a vu et entendu ce que Shanks ne pouvait pas, car c'était un bébé. Mais Oda ne fait pas rencontrer Teach avec le Gorosei et Imu. Il ne l'entrevoit même pas. Il ne voit pas son propre père mourir. Car comment pouvons-nous expliquer le savoir de Barbe Noire? Comment a-t-il su pour Imu? Car il a la même façon de parler d'Imu que son père en l'appelant le monde. C'était au balbutiement de sa vie que Oda aurait fait rencontrer le personnage de Teach et de Imu. Par la même occasion, Oda aurait pu croiser les chemins de Shanks et de Teach, avant même leur rencontre grâce à leur mère. En effet, on sait que la maman de Teach et celle de Shanks étaient sur God Valley. Oda aurait pu approfondir les personnages en nous les montrant en tant que amis, créant une dimension nouvelle autour de la destinée tragique entourant leur fils. Mais aussi, c'est ce qui aurait permis à Garling de savoir pour le Devi Clan, en manipulant une femme naïve, créant une sorte de what-if dans l'esprit du lecteur où Shanks et Teach auraient pu être amis, et non pas ennemis, à cause d'un seul homme, Garling. Car là, nous ne savons pas comment Garling a su pour le Devi Clan, alors qu'il était probablement secret. Cela aurait permis de le développer deux femmes, une destinée tragique liée à la famille et deux pères qui s'opposent durant l'arc, l'un aimant son fils et l'autre les voyant comme des objets. Ainsi, le premier moteur de Teach, c'est la haine, mais selon moi, d'après ce qu'il nous est montré, ce n'est pas suffisant. Pour marquer au fer rouge Teach et l'obliger à faire ce que nous connaissons, il aurait dû voir son père mourir devant ses yeux. Alors voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Personnellement, ça m'a pris 1 mois et demi pour faire cette vidéo, alors j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours, mais sachez par contre une chose, c'est que tout ce que je viens de vous dire, Oda en est parfaitement conscient. Que ce soit des forces ou des faiblesses de son arc, il sait qu'il est limité. Pourquoi? Pour une seule raison. Le temps. Déjà parce qu'il doit travailler pour un système hebdomadaire qui le pousse, qui le force à être prolifique tout le temps. Ce qui n'est pas du tout compatible avec la création d'une œuvre telle que One Piece. Et encore, il a de la chance parce que c'est le numéro 1, donc il a le droit à une pause toutes les 3 semaines à peu près, mais c'est pas du tout le cas de ses collègues du Jump. Et aussi, c'est une course contre la montre. Il doit travailler aussi contre lui-même. Parce que Oda rentre dans un âge où tout commence à devenir compliqué. Il doit écrire et dessiner One Piece. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point ça devait être dur de dessiner One Piece, de faire One Piece? Personnellement, je pense que ça doit être un enfer et il doit être prisonnier, le gars, en fait. Voir sa famille devient compliqué, dessiner devient dur, réfléchir devient éreintant. Et au niveau santé, ça a été prouvé à maintes et maintes reprises que ça a amené énormément de complications, ce genre de style de vie. Alors Oda, il doit être vraiment crevé. Et c'est pour ça qu'il économise des pages, il économise de l'encre, il économise des procédés scénaristiques aussi. Et c'est la raison pour laquelle il se dispense de profondeur de narration, parce qu'en fait, Oda n'a pas le temps. Et c'est ce qui manquait cruellement à God Valley, en fait. Du temps. Et on se rend compte en creusant que c'est beaucoup plus compliqué que juste Oda fait mal les choses. Mais il y a également un deuxième point sous-jacent qui pourrait dégrader au fur et à mesure la qualité de One Piece. One Piece est probablement la plus grande œuvre de notre époque, ou pour les sceptiques c'est au moins la plus grande bande dessinée qui n'ait jamais été faite, grâce à l'impact que ça a eu sur notre réalité. Et je veux pas faire politique ici, mais vous n'êtes pas sans savoir que dans différents pays du monde, la jeunesse est partie en manifestation et des révoltes ont éclaté. En Indonésie, au Maroc, au Mexique, etc. Et dans chacune de ces gigantesques manifestations pour renverser les gouvernements dits corrompus, il y avait tout le temps le Jolly Roger de One Piece, le symbole de One Piece. Ce drapeau est devenu un véritable symbole de protestation et de liberté. Et presque aucune œuvre dans l'histoire n'a fait ça en fait. Ainsi, l'œuvre dépasse totalement son auteur. Et ça pourrait avoir un impact gigantesque économique. Alors, c'est très difficile d'avoir un Eiichiro Oda. Pas parce que c'est la star qui veut voir personne, mais simplement parce que il faut imaginer que One Piece, c'est 500 millions d'exemplaires vendus dans le monde. En fait, c'est pas compliqué.
chaque minute qu'il ne passe pas derrière son bureau, c'est des milliers de dollars perdus. En Indonésie, par exemple, porter, dessiner ou avoir le drapeau de One Piece chez soi ou sur soi est passible de haute trahison, d'enfermement à cause de la haute trahison. Vous rendez-vous compte? Ainsi, le prestige et la réputation économique de One Piece pourraient être impactés au fur et à mesure, à cause ou grâce, tout dépendra de votre point de vue, de ces manifestations. Ainsi, l'équipe qui s'occupe de One Piece, Oda, son éditeur et d'autres personnes, pourraient décider de mettre de côté tout ce qui a trait à la liberté et à l'acceptation d'autrui, pour mettre en avant l'action et le grotesque pour les enfants. Ce qui serait éminemment antinomique avec l'approche de la fin, avec Imu, et aussi on va avoir bientôt la révélation sur Dragon, sur qui il est vraiment, ce qu'il est devenu, et alors que du coup, le gars c'est un Che Guevara en puissance, c'est un révolutionnaire. Alors à ce moment-là, comment on fait? Alors ce qui fait de One Piece que nous connaissons pourrait être invalidé et altéré. Et personnellement, ça me fait peur. Pour moi, ça reviendra à se censurer pour des actionnaires ou pour des politiques, et là on tomberait exactement dans ce que Oda dénonce depuis 26 ans déjà. Et ce serait vraiment ironique, quand même. Mais il y a de l'espoir, parce que One Piece n'appartient plus à Oda. Il appartient à nous, ceux qui ont vécu avec, et ceux qui sont nés avec. Alors, même si One Piece change, notre One Piece à nous ne changera jamais. Alors, je vais vous laisser cogiter avec une grande citation d'un grand homme. Les passions sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes pour donner un sens au mots.